C'est de nous rejoindre sur Radio Mali à Bamako, il est 13 heures. Le journal, Ibrahima Traoré. C'est 13 heures dimanche, mesdames, messieurs. Voici le sommaire avec à la une la communauté chrétienne qui célèbre Pâques ce dimanche. Dans cette édition, nous ferons le point de la veille pascale hier soir à la cathédrale de Bamako. Nous irons également à Kita où le gouverneur de région fait le tour de certaines églises catholiques et protestantes. Et quelques 100 000 fidèles étaient massés sur la place Saint-Pierre au Vatican pour écouter le message pascal du pape François. Le point dans cette édition. À suivre également toute l'actualité internationale. Nous irons notamment au Burkina Faso où une double attaque terroriste a fait 44 morts. Nous reviendrons également sur l'expulsion de l'ambassadeur allemand au Tchad. Et puis en Tunisie, l'on déplore près de 30 migrants décédés ou portés disparus. Et le grand format de cette édition porte sur ces jeûneurs qui pratiquent des métiers qualifiés de très difficiles. Ceux qui travaillent notamment avec le feu en cette période de chaleur, ce sont des artisans, forgerons ou autres ferrailleurs. Aliou Abdoulaye Touré est allé à leur rencontre. Les sports, dans une quinzaine de minutes, ce sera avec vous, Famourou Djourté. Bonjour. Bonjour Ibrahima Traoré. Quel est le menu de la page des sports ce dimanche? Deux disciplines sont au menu de la page sport, le basketball et le football. En basketball, nous parlerons du championnat national d'élite qui est à sa 6e journée. Et puis en football, il sera question du championnat de Ligue 1 et bien d'autres infos dans le sport roi. L'actu des sports à ne pas manquer. Puis, dans Focus Santé, Barakissa Ouattara évoque ce dimanche le diabète. Les diabétiques doivent jeûner ou pas? À ne pas manquer, la réponse à ne pas manquer en fin de journal. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, installez-vous confortablement tout de suite. Les détails. La communauté chrétienne célèbre ce dimanche Pâques ou encore la fête de la résurrection du Christ. La nuit dernière, les fidèles étaient à l'école de la cathédrale pour la veillée pascale, placée cette année sous le signe de la paix et de l'unité nationale. La commémoration a été marquée par l'accueil de la lumière céleste, symbole de la victoire de la vie sur la mort, des chants de louange ou encore des prières pour la cohésion sociale au Mali. Voyons tout cela avec Fademba Keïta. Pâques, événement central de la foi chrétienne, commémore la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Les chrétiens le considèrent comme l'accomplissement de la prophétie biblique du Messie ressuscité d'entre les morts le 3e jour de sa crucifixion. Cette victoire de la mort sur la vie offre ainsi à ses disciples la vie éternelle. Marie-Madeleine est parmi les premiers témoins qui ont trouvé le tombeau vide tôt le dimanche matin. L'abbé Claude Tossou Bachiba, diacre. Après le sabbat, Marie-Madeleine et l'autre Marie vinrent pour regarder le sépulcre. L'ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. « Je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici. Vite, allez dire à ses disciples. Il est ressuscité d'entre les morts et voici qu'il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez. » Le Seigneur est ressuscité. Alléluia. Tous les fidèles allument leur siège pascal à partir du feu béni, de la lumière céleste qui vient ainsi dissiper les ténèbres. Jésus mort est affranchi du péché. Cette victoire de la lumière sur les ténèbres montre que Jésus reste l'espérance pour la communauté chrétienne. Cardinal Jean Zerbo, archevêque de Bamako. Porter la croix du Christ, se vêtir des robes blanches pour venir le baptême, exige que nous venons justement dire au Seigneur, nous sommes d'accord, pour conformer notre vie aux exigences de ce que nous donne, parce que nous savons qu'au terminus, ce serait l'interrogation. Qu'avez-vous fait pour les autres? Nous ne devenons pas chrétiens parce que nous demandons à Dieu de nous sauver. Nous devenons chrétiens parce que nous voulons justement qu'en nous sauvant, nous devons contribuer au salut des autres par la grâce de Dieu. Selon le cardinal, la paix et l'unité nationale, le vivre ensemble sont indispensables pour aspirer à la refondation prônée. Pâques 2023.
arrive à un moment où renaît l'espoir pour notre pays, le Mali, celui du renouveau. Oui, notre pays souhaite prendre un nouveau départ et nous le voulons tous. Mais sachons très bien que la construction du Mali croix exigera de chacun de ses fils et filles un changement de mentalité et de comportement, un cœur nouveau, un esprit nouveau pour un Mali nouveau. Comme tous les ans, 13 catéchumènes sont baptisés. 2 d'entre eux sont habilités à prendre leur première communion. Après avoir juré renoncer à Satan et à toutes ses œuvres, ils reçoivent l'eau qui purifie la foi et l'huile sainte. Ils intègrent ainsi de plein gré la communauté chrétienne catholique. Merci Fadima Keïta. Akita, des messes se tenaient dans les églises catholiques et protestantes ce matin. Des prières sont formulées pour une société de paix, de vivre ensemble et de cohésion sociale. Le gouverneur de région, Daouda Maïga, a fait le tour des églises en compagnie de notre correspondant sur place, Mahamadi Alioubari. La célébration de la nuit du samedi saint au dimanche de Pâques est une veillée en l'honneur du Seigneur, durant laquelle les catholiques célèbrent Pâques, passage des ténèbres à la lumière, victoire du Christ sur la mort. C'est pourquoi dans la nuit, le feu et le siège de Pâques sont allumés, puis la flamme est transmise aux fidèles. Ici, à la paroisse Notre-Dame de Kita, les fidèles catholiques, les autorités administratives, les co-religionnaires sont venus nombreux. Noël Diakité est le président du conseil paroissial de Kita. La fête de Pâques, pour nous les chrétiens, c'est la résurrection du Christ. Qui parle de résurrection, parle de nouvelle vie. Donc on veut que ce Mali soit une nouvelle vie pour la population chrétienne. Pourquoi? Parce qu'on veut un Mali nouveau et dans une église nouvelle. Ishaka Kone, pasteur de l'église protestante de Kita. On a été très ravis de voir le gouverneur de Kita parmi nous à l'église protestante. Maintenant, on a su que les autorités sont pour tous les Maliens. Et ce qu'on est en train de dire sur le Mali, que le Mali est laïque, on a su que c'est la réalité, ce n'est pas la parole seulement. À la paroisse catholique, tout comme à l'église protestante, le chef de l'exécutif régional, dans son adresse à la communauté chrétienne, a invité à la prière pour forger un Mali équilibré, pays où toutes les crises seront de mauvais souvenirs. Daouda Maïga, gouverneur de la région de Kita. Nous sommes là pour assister à la fête pascale, qui est une des fêtes les plus importantes pour les chrétiens. C'est la fin du carême de 40 jours chez les chrétiens, et nous autres qui sommes là, observons notre 3e semaine de jeûne musulman, et cette coïncidence est l'occasion pour tous les croyants, chrétiens et musulmans, en l'occurrence les chrétiens pour l'occasion, de prier pour notre pays. Les deux églises protestantes et catholiques ont fêté hier à travers des prières, des chants et des louanges, des vœux pour le retour de la paix et la stabilité dans notre pays ont aussi été formulés par les fidèles. Kita, Mahamadi Alioubari, Nuhum Kamara, Mohamed Fabrice Kambo pour l'ORTM. 100 000, quelques 100 000 fidèles étaient massés sur la place Saint-Pierre au Vatican lors de sa traditionnelle bénédiction Urbi et Orbi. Ce dimanche de Pâques, le pape François a demandé la fin des conflits dans le monde. Il a exhorté en particulier la communauté internationale à agir pour l'Ukraine, pour le Proche-Orient ou encore pour Haïti. On en parle avec vous, Mohamed Sangaré, bonjour. Bonjour, Ibrahim Traoré. Alors, vous avez suivi le message pascal du souverain pontife. En détail, que peut-on en retenir? Oui, Ibrahim, après l'exécution d'hymnes par des fanfares militaires du Vatican et de l'Italie, le pape a souhaité que cette fête de Pâques soit pour les pauvres, les malades, les personnes âgées et pour ceux qui traversent des moments d'épreuves et de difficultés, un passage de peur à la confiance, de la tribulation à la consolation. Le pontife a exhorté à grandir sur un chemin de confiance réciproque entre les personnes, entre les peuples et les nations, et à surmonter les conflits et les divisions et d'ouvrir nos cœurs à ceux qui en ont le plus besoin. Comme chaque année, il a adressé une supplication pour toutes les zones
du monde souffrant de conflits, à commencer par le conflit russo-ukrainien, et il a souhaité que la communauté internationale s'emploie à mettre fin à cette guerre. Le pape François a élargi son appel à tous les conflits qui ensanglantent le monde, notamment la Syrie qui attend encore la paix. Il s'est également souvenu des victimes du tremblement de terre en Turquie et en Syrie afin qu'elles reçoivent le réconfort de Dieu et l'aide de la famille des nations. Se tournant vers la ville de Jérusalem, l'évêque de Rome a exprimé sa vive inquiétude pour les attaques de ces derniers jours qui menacent le climat souhaité de confiance et de respect réciproque nécessaire pour répandre le dialogue entre Israéliens et Palestiniens afin que la paix règne dans la ville sainte et dans toute la région. Il a évoqué également le cher peuple de la Tunisie, en particulier les jeunes et ceux qui souffrent à cause des problèmes socio-économiques afin qu'ils ne perdent pas l'expérience et qu'ils collaborent à construire un avenir de paix et de fraternité. S'inquiétant de la grave crise socio-politique et humanitaire en Haïti, il a encouragé l'engagement des acteurs politiques et de la communauté internationale dans la recherche d'une solution définitive aux nombreux problèmes qui affligent cette population si tourmentée. Concernant l'Afrique où il s'est rendu en février dernier, le pape a prié pour le renforcement des processus de paix et de réconciliation entrepris en Éthiopie et au Soudan du Sud et pour que cessent les violences en République démocratique du Congo. Enfin, le pape François a demandé à Dieu de réconforter les réfugiés, les déportés, les prisonniers politiques et les migrants, en particulier les plus vulnérables, ainsi que tous ceux qui souffrent de la faim, de la pauvreté et des effets néfastes du trafic de drogue, de la traite des personnes et de toute forme d'esclavage. Ibrahim. Merci beaucoup, Mohamed Sangari, pour tous ces détails. Autre sujet dans cette édition est toujours en actualité internationale. Cette fois-ci, au Burkina Faso, une double attaque terroriste fait 44 morts. Cette attaque a eu lieu jeudi dans deux villages situés à 5 km de la commune de Seitenga, près de la frontière avec le Niger. Bourama Traoré, bonjour. Bonjour, Ibrahima Traoré. Dans un communiqué, le gouverneur de la région du Sahel assure que la situation est sous contrôle. Tout à fait, les assaillants ont été mis hors d'état de nuire, a déclaré le lieutenant-colonel Sorgo, gouverneur de la région du Sahel. C'est là après une offensive des forces de défense et de sécurité menée dans la localité. Par la même occasion, le chef de l'exécutif régional a invité les populations locales à faire corps avec les FDS et s'enrôler comme volontaires pour la défense de la patrie afin de sécuriser leur localité. C'est jeudi en fin de journée aux environs de 18h que des terroristes ont fait irruption dans les villages de Kourakou et Tondobi, dans la commune de Saint-Aga. Ils ont donc ouvert le feu, forçant les populations, selon les sources locales, à se réfugier à l'intérieur des maisons. Et l'attaque a continué pendant plusieurs heures après la tombée de la nuit, précise la même source. Le bilan est lourd, 44 morts, essentiellement des hommes. Ce n'est pas la première fois que la commune de Saint-Aga est attaquée par les forces du mal. En 2022, 86 personnes y avaient été tuées. Un massacre qui avait provoqué le déplacement de près de 20 000 habitants, selon les chiffres officiels. Merci beaucoup, Bourama Traoré. Nous revenons sur l'expulsion au Tchad de l'ambassadeur allemand. C'était vendredi. Nouhoum Sissoko, vous suivez ce dossier pour Radio Mali. Bonjour. Bonjour Ibrahima Traoré. Alors dites-nous, que reproche-t-on aux diplomates allemands? L'annonce de l'expulsion de l'ambassadeur allemand Jean-Christian Gordon-Crick suscite des réactions dans le milieu politique tchadien. N'Djamena reproche aux diplomates d'avoir eu une attitude discourtoise et évoque le non-respect des usages diplomatiques selon la Convention de Vienne. D'après plusieurs sources proches du pouvoir, l'ambassadeur Gordon n'avait pas mâché ses mots, critiquant l'organisation des élections à venir et la décision qui permet au président de la transition Mohamed Idriss Déby Itno de se présenter à la présidentielle. Ce sont des points de vue peu diplomatiques, des points de vue personnels tenus lors de rencontres publiques incompatibles avec la fonction d'ambassadeur, explique une autre source. Pour le moment, les autorités tchadiennes ne souhaitent pas en dire plus. Mais Abderrahmane Djassnambaye, président de la CTDD, parti de la mouvance présidentielle,
estime que l'expulsion est justifiée. Ce n'est pas simple d'expulser un ambassadeur d'un pays de grande taille comme la République fédérale d'Allemagne. Donc si cela a été fait, le gouvernement a des raisons de le faire. Dans un premier temps, ce sera difficile, mais je pense que l'intérêt général va l'emporter et qu'il n'y a pas de rupture avec la République fédérale d'Allemagne. Et comment l'opposition tchadienne a réagi à la suite de l'expulsion de cet ambassadeur allemand? Pour l'opposition, cette décision est irréfléchie. Il bombe le torse pour pouvoir éconduire un ambassadeur, c'est extrêmement grave et nous attendons à ce qu'une clarification nette soit faite. On ne notifie pas à un ambassadeur son départ d'un pays sur la base d'un communiqué. Nous sommes dans quel pays? S'insurge Max Kemkoy, un des porte-parole du groupe de concertation des acteurs politiques au Tchad, Ibrahima Traoré. Selon certaines sources, les autorités tchadiennes sont prêtes à examiner la demande d'agrément des nouvelles ambassadeurs. Merci beaucoup, Nouhoum Sissoko. Près de 30 migrants décédés ou portés disparus, c'est le bilan de 2 naufrages survenus vendredi et samedi sur la côte de Sfax, c'est en Tunisie. Ces migrants tentaient de rejoindre l'Europe à bord des embarcations de fortune. Cette aventure meurtrière connaît un développement spectaculaire dû à des conditions politiques et économiques difficiles de la Tunisie ou encore à des propos jugés haineux du président Raïs Saïed. Les explications avec vous, Lassina Keita. La question migratoire reste plus que jamais d'actualité en Tunisie avec ce nouveau bilan. Près de 30 personnes décédées ou portées disparues lors des naufrages survenus vendredi et samedi. Selon des témoignages recueillis par la justice tunisienne, il s'agit de 37 migrants originaires d'Afrique subsaharienne qui étaient partis du littoral au nord de Sfax sur ces 2 embarcations de fortune ne respectant aucune norme de sécurité. Immédiatement, les autorités tunisiennes ont lancé des poursuites contre les organisateurs de ces traversées et ont ouvert des enquêtes selon le porte-parole du tribunal. Ces 2 nouveaux naufrages viennent alourdir un bilan déjà très meurtrier depuis le début de l'année. Et l'OIM évoque plus d'une centaine de migrants décédés ou portés disparus début mars au large de la Tunisie. Et depuis 2014, plus de 26 000 migrants ont disparu dans les eaux de la Méditerranée. Actuellement, la Tunisie fait face à une explosion des départs depuis son littoral. La garde nationale annonce avoir secouru ou intercepté plus de 14 personnes, en majorité originaires d'Afrique subsaharienne, sur les 3 premiers mois de l'année. Cette augmentation est due à la crise économique et politique qui traverse la Tunisie, mais aussi à des propos hostiles tenus par le président Kais Saïed qui rendent la situation difficile pour les migrants victimes d'agressions et de racisme. Près de 20 000 ressortissants officiellement enregistrés dans le pays en situation difficile veulent partir par tous les moyens. Reportage de la rédaction à présent consacré au mois de Ramadan. Oui, observer le jeûne et pratiquer certains métiers demande beaucoup de courage. C'est le cas de ceux qui travaillent avec le feu en cette période de forte chaleur. Ces artisans, forgerons et autres ferrailleurs sont installés à Médina Koura, c'est en commune 2 du district de Bamako. Ils transforment des métaux usés en divers équipements. Aliou Abdoulaye Touré est allé à leur rencontre. Marché de Médine, le soleil est au zénith, la température avoisine les 40 degrés Celsius. Sur ce site sont installés les artisans, forgerons et ferrailleurs qui recyclent des métaux usés. Debout sous son hangar, Khalifa Konaté, la cinquantaine révolue, est fabricant de marmites, comme il nous l'explique. Moi, j'ai 6 apprentis. Ça fait plus de 15 ans que je fais avec ça. Là. On considère qu'il n'y a rien dedans, parce qu'on veut faire avec le ramadan, on veut faire avec ça. La fabrique de la marmite est un travail de fourmi. L'aluminium est fondu et coulé dans les moules pour en faire des marmites. Malgré la forte chaleur, en plus de celle que dégagent les fourneaux, c'est dans cet environnement que travaille Issa Sanogo, également fabricant de marmites. Pendant le mois de carême, c'est très difficile, très difficile. Parce qu'il y a tellement de chaleur. Par jour, on peut fabriquer au maximum 10, minimum 5 comme ça. Au numéro 30, mais au-dessus de la numéro 30, on peut fabriquer les petits là, au plus de 10 par journée. Entre le fracas des marteaux et le son des limes, dans cet atelier travaillent une quinzaine de jeunes apprentis. Toutefois, les artisans qui évoluent dans ce secteur de la fabrique des marmites évoquent des difficultés liées notamment à la rareté du métal, principale matière pour ce travail.
Issa Sanogo est artisan. C'est à cause de l'aluminium maintenant. L'aluminium c'est très cher. Nous souffrons maintenant beaucoup. L'aluminium, on achète 1000 francs par kilo. Alors qu'auparavant on achetait 500 francs par kilo. Ibrahim Konaré, lui, est ferrailleur de son état. En ce mois de Ramadan, il a modifié son programme pour mener son activité. Donc, le matin, à partir de 9h jusqu'à 11h, on travaille. Quand on prie à les 14h seulement, donc c'est fini quoi, pour nous. Omar Maïga est vendeur de ferraille. J'ai 15 dogons ici qui travaillent avec moi. Il y a de la salaire, ça c'est le Mali. Surtout, moi je suis un nordiste. Donc, vraiment, Dieu merci cette année. Sur ce site sont aussi fabriquées des pièces artisanales destinées aux machines agricoles. Avec un courage de lion et une foi inébranlable, les artisans parviennent à accomplir le 4e pilier de l'islam. Le journal des sports, Famourou Djourti, bien installé dans ce studio. Bonjour. Bonjour Ibrahima Traoré. Alors, basketball d'abord, avec l'avant-dernière journée des matchs de groupe du championnat national qui s'achève aujourd'hui. Oui, 5 matchs, dont 2 à Caille, sont au programme ce dimanche pour boucler la 6e et avant-dernière journée de la phase allée des matchs de groupe du championnat national de basketball. L'Aistral hommes et dames se déplacent à Caille pour jouer contre respectivement le Sigui et le centre de formation Salamatou Maïga. Ici à Bamako, le stade Malin de Bamako, homme sera face à l'AS Mandé et les dames du stade reçoivent l'AS Commune 6. Le choc du jour mettra aux prises Calaban Sport Club et AS Police chez les dames. Hier, le Djoliba et l'USFAS s'affrontaient en dames et messieurs. En messieurs, les militaires ont dominé les rouges de Bamako par 80-66. Ensuite, les dames du Djoliba ont vengé leurs messieurs contre l'USFAS en s'imposant par 76-54. La rencontre entre le club de Kidal et AS Police en messieurs a tourné à l'avantage des Kidalois 78-60. En foot, la 14e journée du championnat national de Ligue 1 débute cet après-midi. Oui, le Djoliba, leader du championnat, reçoit Binga FC au stade Djara H de Koulikoro à 16h15. Au même moment, l'association sportive de Korofina défie l'US Bougouni, l'Union sportive du cercle d'Ekita USCK accueille Afrique Football Elite. La 14e journée se poursuivra mardi 11 avril et ce jusqu'au dimanche 16 avril 2023. Cette journée est aussi l'avant-dernière de la phase allée du championnat national de Ligue 1. Pas de changement dans le trio de tête à l'issue de la 13e journée. Le Djoliba 25 points, l'Aistral 22 points et l'Asco 21 points occupent toujours les 3 premières places malgré leur contre-performance. Les rouges du Djoliba et les oranges de l'Asco ont concédé le match nul à 0-0 contre respectivement l'AS Police et l'USFAS. Quant aux Scorpions de l'Aistral, ils ont été battus 3-2 par les 11 créateurs de Nyarela. Par ailleurs, le classement est serré derrière le trio. 2 points seulement séparent le 4e l'US Bougouni 20 points et le 9e l'AS Bakarijan 18 points. L'Union sportive du Cercle de Kita et Yélin Olympique occupent les 2 dernières places avec respectivement 8 et 6 points. Et ce fait inédit en Égypte, le propriétaire du club, le grand club de Pyramide FC, Chalem El Shamsi et son conseil d'administration ont décidé de stopper leur investissement dans le club de la capitale égyptienne. Oui, cette décision coup de poing fait suite au refus de la Fédération égyptienne de football de désigner des arbitres étrangers pour siffler la finale de la Coupe d'Égypte 2021-2022 lundi entre Pyramids FC et Al Ali, conformément à la demande du conseil d'administration du club. Et en effet, la Fédération égyptienne de football a décidé d'aller contre la volonté de Salem Al-Samsi et de nommer des officiels égyptiens pour la rencontre sur la base d'une recommandation du chef du comité d'arbitrage Victor Pereira. Pyramid FC redoute donc un arbitrage biaisé et favorable au géant Al-Ali. Après une première alerte lancée en janvier dernier où il avait déjà menacé de couper le robinet en raison d'une injustice scandaleuse à l'égard de son club, le richissime homme d'affaires Al-Samsi est passé donc à l'acte. Liverpool-Arsenal, c'est le choc de ce dimanche en Angleterre. Et 29. 29, c'est le chiffre à retenir. Ce n'est pas le nombre de joueurs qui composent un effectif, mais l'écart de points entre Arsenal et Liverpool. À l'aube de cette 30e journée de Premier League, les saisons précédentes, une affiche Liverpool-Arsenal était comme une formalité pour les Reds. Mais cette année, on se demande bien si les pensionnaires d'Anfield feront le poids face aux Gunners. Avec 8 longueurs d'avance sur Manchester City, les protégés de Mikel Arteta ne veulent pas laisser de points en route, même si l'escale se nomme Anfield Road. Alors rendez-vous à 15h30 GMT. Et toujours en Angleterre, après une saison en Championship,
Burnley fait son grand retour en Premier League. Oui, solide leader de la deuxième division anglaise. Burnley a validé sa montée à 6 journées de la fin grâce à une victoire 2-1 sur la pelouse de Middlesbrough au vendredi 7 avril. Les Clarets ont donc officiellement validé leur ticket pour la Premier League la saison prochaine. L'entraîneur du club, Vincent Kompany, peut savourer ce succès symbolique et espérer décrocher le titre de champion dans les prochaines semaines. Avec 87 points, Burnley dispose d'un avantage confortable sur son dauphin Sheffield United qui compte 76 points. Merci beaucoup Fambourou Djourté pour toutes ces informations sportives. Santé dans quelques instants. Focus santé. Le diabète est une maladie qui se définit par une glycémie trop élevée en permanence dans le sang. Il existe sous 3 principales formes. Le diabète de type 1, le diabète de type 2 qui est le plus fréquent et le diabète gestationnel qui survient chez les femmes enceintes. Et malheureusement, on remarque une augmentation de cas de diabète ces dernières années. En ce mois de Ramadan, il est déconseillé aux personnes de jeûner sans avis médical. Focus santé sur le diabète et une réalisation de Baraki Sawatara. Est diagnostiquée diabétique une personne dont le taux de sucre dépasse 1,26 g par litre à jeun, ou encore lorsque le taux de sucre dépasse les 2 grammes à n'importe quel moment de la journée, associé à des signes précurseurs de la maladie qui sont Dr Brahima Berté, chef d'unité d'endocrinologie et de diabétologie du CCRF de la commune Sissa. Boire beaucoup, uriner beaucoup et la fatigue. Souvent, l'amaigrissement peut accompagner ces signes-là. Troisième critère, ça c'est lorsque une femme enceinte, ça c'est une particularité, lorsque une femme enceinte qui a une glycémie qui dépasse déjà 0,90, je dis bien, donc la personne est susceptible de faire un diabète un jour. Mais là, à cet instant, on parle là du diabète gestationnel. Mais en réalité, il n'en existe que 2 grands types. Dr Brahima Berté, chef d'unité d'endocrinologie et de diabétologie du CCRF de la commune Sissa. Les diabètes de type 1, qui sont des gens qui de 0 jusqu'à 30 ans. Et c'est des sujets maigres dans la plupart des cas. Les diabètes de type 2 aussi, ça c'est à partir de 40 ans et au plus. Cette dernière est de loin le plus fréquent. Si le diabète de type 1 survient suite à une réaction anormale du système immunitaire, le diabète de type 2 est lié à l'hérédité et à des facteurs environnementaux, c'est-à-dire au mode de vie. Dr Brahima Berté. C'est un diabète qui s'installe progressivement, de façon insidieuse. Insidieuse, ça veut dire quelque chose qui est progressif. Donc, ça vient tout doucement, 10 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans. Donc, ça va s'installer progressivement et c'est ce qui va contribuer aussi à une détérioration avec une résistance à l'action de cette insuline. En ce mois de Ramadan, aucun diabétique ne doit jeûner sans l'avis de son médecin. Avant que les diabétiques décident de jeûner, doit préalablement consulter son médecin. S'il y a des bilans à faire, il doit faire une évaluation d'au moins 3 à 4 semaines avant les mois de juin. C'est au médecin de juger nécessaire si tu peux jeûner ou pas. Et il y a certaines catégories qui ont leur diabète très bien maîtrisé et qui prennent moins de médicaments ou bien qui sont sous régime. Donc, le jeûne n'a aucun impact sur leur diabète. Sans oublier que la déshydratation peut aussi conduire à une complication du diabète. Focus santé. 13h28, c'est ce numéro de Focus Santé qui met fin donc à cette édition que j'ai eu le plaisir de vous présenter avec à la mise en onde Bintou Traoré, à la mise en ligne Sekou Traoré. Grand merci à Lassine Keita, à la réalisation, à la coordination éditoriale Bourama Traoré. Dans quelques instants, la rétrospective de l'actualité de la semaine et à 20h30, la grande édition du soir avec Agibou Koulibaly. D'ici là, passez d'excellents moments de radio à notre compagnie.